prévu. Bon, on va parler de Watchmen. C'est pas très original, certes, mais on va pas parler que de Watchmen, le comics. On va parler un peu de tout ce qui s'est fait depuis 86. Voilà. Donc j'ai appelé ça Watchmen et les profanateurs de sépulture, en référence. Alors, c'est The Invasion of the Body Snatchers, qui en français a été traduit par l'invasion des profanateurs de sépulture. Et je trouvais que c'était un peu à propos parce que on va dire que Watchmen, en introduction, on va dire que Alan Moore, scénariste et co-créateur de Watchmen avec Dave Gibbons, qui était illustrateur, et de manière assez notoire et connue, contre toute adaptation de ses travaux, et du coup refuse d'être crédité sur toute adaptation du comics. Et d'ailleurs, il refuse aussi même les cachets et l'argent de ces adaptations-là, sans qu'il donne tout à Dave Gibbons. Donc, bon, on peut saluer ça. Sauf l'adaptation en version série animée de la série Justice League, je crois que c'est Unlimited. L'adaptation de son histoire, alors c'est comment elle s'appelle cette histoire? C'est l'histoire où Superman reçoit, enfin, est infecté par une rose chelou qui lui fait voir une vie alternative. Je crois que c'est For the Man Who Has Everything, je crois que c'est ça. Ouais, c'est peut-être le cadeau en français. J'ai que le nom anglais en tête. Enfin bref, c'est la seule adaptation de son travail sur lequel il est crédité. Et c'est dans la série Justice League, je crois Justice League ou Justice League Unlimited. Voilà, très bon Ça épisode, je vous me conseille de dit rien. regarder. Mais ouais, je crois que c'est le cadeau en français, mais je crois que c'est For the Man Who Has Everything en anglais. Donc bon, très rapidement, Watchmen de 86 à 87, une série en 12 numéros qui raconte une chronologie alternative où les États-Unis et la Russie sont sur le point de se faire exploser, hein, littéralement, mutuellement, à l'aide de bombes nucléaires. On est en pleine guerre froide donc, et le récit s'oriente autour d'un meurtre d'un super-héros qui fait partie d'un ancien groupe de super-héros. Donc on suit l'enquête et on découvre un complot. Tout un complot, voilà, donc c'est monument des comics, monument des super-héros, enfin voilà, on ne peut que conseiller, mais il faut avoir un petit peu de culture super-héroïque avant de se lancer plein dedans, mais voilà, si c'est autant réimprimé aujourd'hui, il y a de très bonnes raisons. Très bonne histoire, un aspect graphique qui pourra peut-être en freiner certaines ardeurs, mais qui reste quand même assez plutôt ok, même pour aujourd'hui, même si c'est pas parfait, mais voilà. Euh, Voilà, monument des comics, je ne sais pas quoi rajouter, c'est excellent, tout simplement. Ouais, on avait déjà parlé. C'est vrai que moi, je trouvais Euh, que. Toi, tu trouvais que ça passait bien encore visuellement. Moi, j'ai trouvé qu'on hmm, commençait tout doucement à ressentir le côté un peu plus vieillot. Et oui, très 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 souvent réédité, à tel point que ça a été un des deux premiers comics édités par Urban Comics, sachant que lorsqu'ils ont récupéré les droits de DC, sachant que bah, c'était d'ores et déjà un choix qui avait fait débat parce que bah, Panini Comics venait tout juste lui-même déjà de le rééditer. Donc du coup, c'est vrai que c'était un choix extrêmement audacieux pour commencer. oui, mais c'est la preuve que il est tout le temps ultra. D'ailleurs, on me l'a C'est offert la pour preuve mon de la anniversaire confiance cette année. en titre, bien sûr. Ouais. Voilà, il est sur l'étagère derrière, on me l'a offert cette année, et il est trouvable partout, 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 il n'y a jamais de rupture de stock, enfin voilà, c'est. Si Watchmen, pour moi, ça fonctionne, c'est avant tout parce qu'il y a quand même une exploration de questions à la fois vis-à-vis des personnels. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'image du docteur Manhattan sur Mars. Parce qu'il y a un côté assez, je dirais pas mélancolique, mais assez exploration de la vie et des sentiments, des attachements aux autres, via un personnage qui a énormément de problèmes pour trouver un attachement finalement à l'humanité quand il n'en fait plus partie. Et il y a aussi un côté très il y a toujours un aspect méta dans Watchmen, vu qu'on suit en même temps un comics de pirates. Parce que dans l'univers de Watchmen, qui est un univers alternatif, les comics de super-héros sont tombés en désuétude parce que les super-héros sont devenus réels. Et à la place, ce qui est en vogue, c'est les comics de pirates. Donc il y a on suit un comics de super-héros qui est populaire dans notre monde, mais on suit aussi
un comics de pirates dans l'univers de Watchmen, qui lui aussi aborde pas mal de choses sur l'industrie en même temps. Donc il y a un côté méta qui parle de lui-même, enfin des comics de manière générale, côté méta donc, et un côté beaucoup plus exploration, voilà, des questions sociétales, humaines, sur la guerre, sur la justice, enfin sur plein de choses évoquées via Watchmen. Si je mentionne ces deux côtés, c'est parce que ça va revenir assez souvent dans mes grilles d'analyse de ce qui s'est fait après. Euh, on laisse Watchmen tranquille pendant, allez, pendant à peu près 25 ans. Et au moment où DC change de présidence, en gros, je crois que c'est avec Dan DiDio que ça commence un peu à se bousculer. Ou à partir de 2012 pardon, on commence à ouvrir les valves de manière assez vénère. On va le voir après au niveau de la fréquence. Donc voilà, de 86 à 2012, il n'y a pas grand-chose de majeur autour de Watchmen, si ce n'est rien du tout. Enfin, j'ai rien vu de très notable. Alors, je crois que il me semble que Alejandro Jodorowsky voulait adapter le film en, je sais plus si c'était fin 80 ou dans les années 90. Ça n'a jamais vu le jour comme beaucoup de ses projets, mais voilà. Il faudra attendre 2012 pour voir autre chose. La série Before Watchmen, qui d'ailleurs était publiée quand moi j'ai commencé à lire les comics. Voilà, donc j'ai commencé à lire les comics en 2012 avec les publications Urban mensuelles, et je voyais sur les étagères les Before Watchmen. Alors j'avais vu le film à cette époque, mais pas lu le comics, donc j'étais pas trop en mode. Puis bon, je lisais autre chose en même temps et je pouvais pas m'acheter 6000 trucs en même temps, donc j'ai fait les impasses dessus. J'en ai lu quelques-uns un peu après. Il y a des trucs sympas, mais c'est un peu c'est le projet qu'il a fallu que je me rappelle l'existence pour en parler aujourd'hui, alors que tout le reste m'est venu naturellement. Donc c'est ce qui a peut-être un peu moins marqué les gens, ce qui est un peu étrange parce que je sais pas si ça se voit sur les covers, mais dessus on avait Brian Azzarello, Lee Bermejo, J. Michael Straczynski, Darwin Cook, Len, je sais pas si on dit Wine ou Win, Jay Lee, enfin voilà, il y avait des gros noms sur quasiment tous les numéros. Donc il y avait un truc sur Rorschach, sur Dr Manhattan, sur le premier hibou, le deuxième hibou, Ozymandias. Enfin, ouais, il y avait toute une panoplie pour explorer pardon, l'univers avant les comics. Euh, C'était plutôt pas mal, ça explorait les personnages chacun à leur tour, donc il y avait des développements intéressants, des petits ajouts sympas, mais rien de très très marquant. Le seul côté manquant, c'est le côté méta, mais voilà, globalement, est-ce que venir changer l'héritage de Watchmen pour Before Watchmen, ça valait le coup? Moi, je dirais non. Non, pas parce que c'était mauvais, mais l'héritage de Watchmen est tellement, c'est tellement quelque chose de massif, d'important, de immuable à travers les âges que changer ça à tes risques et périls, pour moi, ça en valait pas trop la peine. Voilà, je sais pas si tu as lu les titres ou pas. Je les ai pas finis. Je les avais lus, mais je les avais pas finis. Hmm. Mais je suis assez d'accord avec toi et globalement, c'est un peu ce que tout le monde dit, c'est que fondamentalement, c'était pas mauvais, mais c'était pas nécessaire en fait. Et le comics, le titre, bah, le véritable titre, tenait tout seul sans aucun problème, quoi. Il a tenu pendant 25 ans, il pouvait très bien tenir encore 25 ans. Mais bon, les vannes sont ouvertes, on peut plus rien y faire. Et donc en 2019 pardon, sort Watchmen, la série HBO. Euh, Globalement, quand moi j'en ai entendu parler, oula, oula, s'attaquer à Watchmen c'est toujours très compliqué, le faire en série. Bon, il y avait Damon Lindelof, mais selon les points de vue, bon, il a fait The Leftovers avant, pardon, qui était très bonne critique. Il a travaillé sur Lost, qui était très bien, mais qui a fini de manière très controversée. Donc bon, il a aussi bossé sur Prometheus. Donc bon, il y avait de quoi s'inquiéter en fait. Euh, Bon, au final, j'aurais pas vraiment dû.
J'aime beaucoup la série Watchmen de HBO. Et là où je trouve qu'elle ne entache pas l'héritage du comics originel, c'est parce qu'elle cherche pas à marcher sur les mêmes plates-bandes. Je sais pas si ça marche dans ce contexte-là, mais la série arrive à dire autre chose avec les codes propres à Watchmen, mais pour dire autre chose d'une autre manière. Euh, Là où le comics était beaucoup plus sur les questions de- d'impérialisme américain, de la guerre froide. euh, il y avait aussi un côté même un peu avec le troisième mandat de Richard Nixon dans le comics sur les questions de comment le pouvoir gère le pays, etc. Enfin, c'est pas forcément les propos principaux, mais c'était quand même en toile de fond. Et là, Watchmen décide d'aborder, donc Watchmen, la série, décide d'aborder la question de la couleur de peau aux États-Unis. Très très ambitieux, parce que c'est un peu comme voilà, marcher sur un champ de mine, hein, voilà, donc on peut très vite se casser la gueule. Et je trouve que la série a très bien réussi à. En fait, la série Watchmen utilise la grammaire du comics pour faire une autre phrase. On va dire ça comme ça. C'est un peu la métaphore que je vais utiliser. Où on a un côté méta, parce que dans la série, on a aussi une série télé dans l'univers de la série télé qui raconte un peu et qui a un style très Zack Snyder. Bon, je pense que c'est un clin d'œil un peu taquin, mais qui est très sympa. Et voilà, on a des ajouts dans la mythologie, des changements qui sont clairement pas ce que Alan Moore avait en tête à la base, mais c'est des changements qui pour moi fonctionnent très bien, notamment vis-à-vis de Who Did Justice. Euh, je sais plus son nom en français, mais voilà, sur son identité. On a l'héritage de Rorschach qui est abordé. Là aussi, c'est pas forcément ce que Moore avait imaginé à l'époque, mais dans le contexte de l'Amérique d'aujourd'hui, surtout parce que bah, évidemment la série est faite aujourd'hui, c'est très très logique. Je crois que c'est rien que pour l'épisode, je crois que c'est l'épisode 6 qui s'appelle This Extraordinary Human Being, pardon, qui est un peu un épisode flashback, un des meilleurs épisodes de série télé de toute ma vie, hein, toutes séries confondues que j'ai vues. Donc voilà, ça a gagné quelques Emmy, c'est très, très bien mérité. Ça capture l'esprit Watchmen, mais sans le copier. Donc j'ai beaucoup apprécié et sacrilège, ça a sa place pour moi dans l'univers Watchmen. Ouais. Il me semble que t'as pas regardé la série si je me trompe. Non, non, je l'ai pas regardé. Ah bah, Bon, c'est pour ça que je t'ai laissé le champ je. libre sur ce sujet, hein, c'est que tu maîtrises bien Hmm, mieux que moi pour le coup. ok. Moi, je conseille. Après, je pense que si par exemple des gens, des fans ou même pas, même des spectateurs qui connaissent pas le comics, je pense que ils peuvent ne pas aimer. Je comprends tout à fait. Mais pour moi, ça a fonctionné à fond parce que je trouve que les ajouts étaient pertinents et assez originaux. Euh, Cas un peu plus mitigé, pour moi en tout cas, Doomsday Clock, qui est un comics de Geoff Jones et Gary Frank, qui est sorti entre 2017 et 2019. Et déjà rien que là-dedans, on a l'un des gros problèmes du titre, c'est qu'il a mis à peu près 1 an et demi, 2 ans à sortir. Et vu l'importance qu'il voulait avoir dans l'univers d'ici, sortir sur 2 ans, c'était juste pas possible, et ça a fait que ça a pris du retard sur ben, en fait tout le catalogue d'ici en fait. Donc en fait le récit s'est retrouvé désynchronisé par rapport à l'univers d'ici, ce qui fait que on n'a pas l'impression que le titre a vraiment eu une importance dans l'univers d'ici, alors que c'est littéralement la structure du récit tourne autour de Dr Manhattan qui influence l'univers d'ici par différents moyens. Euh, J'ai plutôt bien aimé la lecture parce que c'est Gary Frank au dessin et que chaque page de Gary Frank était un délice pour les yeux. Mais j'avoue que pour un titre aussi énorme qui se voulait aussi plein de conséquences pour l'univers d'ici, euh, c'est sympa, mais c'est parfois un peu brouillon. Euh, et en fait, enfin, ça aurait dû être un peu beaucoup plus. Alors, c'est pas pour ça que le comic
n'a pas ses qualités, notamment au niveau de l'aspect méta comics, où en plus de suivre un peu, là aussi on a un peu une forme d'enquête à travers le monde de Watchmen et le monde de DC euh, dans lesquels on a des passerelles via différents personnages qui changent, etc., qui changent de monde. Mais on a aussi également l'histoire d'un acteur qui s'appelle Carver Coleman. Donc là aussi, on a un côté de parler d'un autre médium dans un comics. Et là aussi, ça va aborder des questions sur le milieu d'Hollywood, sur l'homosexualité, l'acceptation de soi. Et en même temps, le personnage de Carver Coleman est clairement inspiré de George Reeves. George Reeves, je crois. Je sais plus si c'est Reeves ou Reeves, mais bon, en tout cas, de l'interprète de Superman dans les années 50, qui a été retrouvé mort dans son domicile et on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est un peu ce qui arrive aussi à Carver Coleman. Donc voilà, il y a tout un parallèle sur. On parle d'un autre médium, c'est une histoire en parallèle. On parle aussi de Superman via George Reeves et donc Carver Coleman. Mais Doomsday Clock parle aussi de Superman en tant qu'histoire dans DC. Donc voilà, il y a plein de niveaux dans lesquels les niveaux de lecture en fait s'entrelacent. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien pensé. J'ai mis notamment aussi un panel alors Blue Beetle, Captain Atom et The Question. Et j'ai plus le nom de la femme au milieu, mais en tout cas, c'est les personnages que voulait utiliser Alan Moore pour Watchmen à la base avant de créer ses propres personnages. Mais par exemple, Blue Beetle, c'était censé être le hibou, Captain Atom, Docteur Manhattan, The Question, c'était Rorschach. Enfin voilà, donc il y a des petits clins d'œil comme ça. Mais ouais, le récit est un peu brouillon, essaie de faire plein de choses à la fois. Je pense qu'il y avait de quoi faire un très bon récit autour de tout ça, mais je pense que c'était quand même très très ambitieux et le fait que ouais, le titre ait mis autant de temps à apparaître, bon, les dessins de Gary Frank ça met du temps à faire et je comprends, mais ça a vraiment pas aidé le titre. Donc, dommage, mais si vous voulez juste au moins lire un comics qui est très bien illustré, vous pouvez y aller. Et oui, Matt, oui, en effet, Ben Affleck qui joue Batman, jouer George Reeves dans un film, on peut voir des connexions partout, clairement, ouais, ouais. Je pense que là, pour le coup, tu as lu Doomsday Clock parce qu'il me semble que tu suis un peu ce que Geoff Jones fait. Oui, je l'avais lu. Alors, c'est pas exagéré, hein, le truc des retards. C'était vraiment devenu un. Ça, Mhm. par contre, je m'en souviens. Très très long. Autant je t'avais dit Batman Begins, je me souvenais plus trop ce qu'ils en disaient à l'époque. Autant, par contre, les retards à répétition, c'était devenu vraiment un running gag, quoi. C'était. Franchement, Mhm. c'était presque du jamais vu, quoi. C'était systématique et dans des proportions délirantes. C'était vraiment de gros retards. Après, concernant le titre en lui-même, Gary Frank est très impressionnant. Il était vraiment en forme sur ce titre. Bon, je ne peux pas vraiment dire Mhm. que d'habitude il est décevant non plus, d'accord. Mais là, c'est vrai C'est que vrai. ça envoyait vraiment du lourd. À l'inverse de Geoff Jones, je dois bien avouer qu'il nous avait. C'est pas tant qu'il nous avait habitués à mieux, c'est que, comme tu l'as dit, le titre était quand même sans doute très ambitieux, sans doute trop ambitieux. Mhm. Et c'est pas vraiment et c'est pas vraiment notre faute. C'est pas nous qui avons mis la barre trop haute, c'est DC qui a placé cette barre à cet endroit-là. Nous, on n'a fait que suivre Mhm. ce que DC Comics a vendu. Et il nous a vendu ceci comme étant vraiment le gros retour de Watchmen sur les étagères de vente. Et, euh, et en le prenant comme ça, bah ouais, ça s'est un peu cassé la figure. Ça, c'est plutôt évident. Euh, Après, le bon souvenir que je garde, c'est peut-être con, mais c'est rien que l'entrée en matière, le lien qu'ils avaient fait dès Flashpoint avec tout simplement le logo Watchmen, le smiley. Mhm. J'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment malin. Ouais, la construction vers Doomsday Clock a été disséminée un peu partout dans DC pendant pas mal de temps et Ouais, de manière assez intrigante. Mais ouais, le résultat, la conclusion, comme souvent dans pas mal de choses très anticipées, c'est un peu très attendu, est un peu tombé à plat, quoi, exactement. Après, malheureusement. je comprends d'ici. Enfin, je veux dire, ça reste une boîte capitaliste. Enfin, tu peux pas dire, bon, on va sortir un truc Watchmen, bon, ça Mm. va pas être ouf, hein.
Non, bah non, t'es bien obligé d'en faire des caisses. Mais là, ils en avaient vraiment fait des caisses et au final, tu te trouves face à un titre correct. Voilà. Voilà, j'ai mis ça parce que ça m'amusait de, je sais pas, ce panel m'amusait, voilà. Et estimez-vous heureux que je n'ai pas pris un autre panel où on voit Manhattan de face. Je tiens à rester à l'antenne, voilà. Oui, s'il te plaît. Voilà. Mais voilà, en voyant cette image, je me suis dit peut-être que Superman aurait dû lui prêter son slip. Peut-être. Mais bon. Parce qu'en plus, il le perd hein, dans certaines versions, donc merde, il pourrait. Partage ton slip. Euh, on enchaîne avec Rorschach de Tom De... King. Allez, il est encore là cette semaine. On l'avait pas la semaine dernière, en effet, Donc, je crois. ouais, je ne pense pas, c'est vrai. Donc bon, je me suis senti obligé de ramener Tom King dans le sujet, hein, finalement. Avec Rorschach, dessiné par Jorge Fornes, je crois qu'on prononce ça comme ça. Euh, et quand tu disais tout à l'heure que ouais, c'est pas du genre de DC de dire on va ramener Watchmen et on va faire ça de manière nulle. Ce qui était un peu dommage quand ils ont sorti Doomsday Clock, qui était vraiment pas assez décevant, quand ils auraient pu juste sortir Rorschach et beaucoup mieux s'en tirer. Selon moi, j'ai beaucoup mieux apprécié Rorschach. Euh, Attends, est-ce que j'ai pas fait une faute à Rorschach? Attends, Ror, attends, Bah, t'as le nom juste à côté. Non, ça a l'air je pas veux mal. pas. Ah ouais, ah ouais, non, ben non, ok, c'est juste Ou pété un alors, câble, c'est Tom pas King grave. lui-même s'est planté sur le nom Rorschach aussi. Mais Non, je non, pense c'est bon. pas. Ok, non, je pensais que j'avais fait une. Ok, d'accord. Non, mais ok, c'est juste moi qui ai pété un câble. Mais en fait, comme la série HBO, en fait, selon moi, euh, le Rorschach utilise la même grammaire, en fait, utilise les mêmes procédés que, et encore les mêmes procédés, pas tout le temps, mais il utilise le même, ouais, il garde l'esprit du comics original pour dire quelque chose d'autre. Euh, Où là, on est encore sur une énième chronologie issue du comics original, parce qu'en gros, la série HBO se passe dans sa continuité, Doomsday Clock c'est encore une autre continuité, et Rorschach c'est une troisième continuité. Donc ces œuvres n'existent pas dans le même univers. Et donc là, on se retrouve à une époque où on est sur fond d'élections présidentielles. C'est souvent quelque chose qui revient souvent dans les œuvres Watchmen, dans le comics de base, mais aussi dans les adaptations. Et on suit Rorschach. Bon, on apprend très vite que c'est pas Walter Kovacs. Et on suit un enquêteur qui un peu décide de retracer la piste de ce gars-là et aussi de sa complice, qui ont tenté d'assassiner le candidat à la présidentielle. Et on a tout un, voilà, on suit l'enquête un peu comme Rorschach enquêtait sur la mort du comédien. Voilà, on a plein de parallèles comme ça. On a quand même une exploration assez crue des théories du complot sur comment on perçoit la réalité. En plus, Tom King a écrit ça pendant le Covid, ça a été publié peu de temps après. Et il y a un peu cette question de ouais, comment faire confiance à ce qu'on nous dit, comment croire ce qu'on nous raconte, ce qu'on peut imaginer, et en plus lié à tout l'aspect de l'invasion du poulpe géant fait que ça a pas mal fait dérailler plein de personnes, et on a toutes ces conséquences-là. Dans le côté méta, on a une exploration du monde des comics, euh, sans rentrer dans les détails parce que ça pourrait être son sujet à lui-même, mais en gros le personnage qui est sous le masque de Rorschach est un peu une adaptation en fait de Steve Ditko. Ça sort de nulle part, mais c'est très bien traité dans le comics. Et on a aussi du coup une exploration ben voilà, voilà, du monde des comics via ce personnage-là. On a aussi Frank Miller dans le comics, voilà, qu'on voit en bas à gauche. C'est vraiment Frank Miller, c'est censé être Frank Miller. Frank Miller a donné l'autorisation à Tom King de le mettre dans ce bouquin. Voilà, donc voilà. Et il y a tout un aspect de l'histoire qui parle de Frank Miller et de d'autres adolescents à l'époque qui étaient allés. Je crois que c'est chez Otto Binder, l'un des créateurs de Supergirl,
qui faisait des séances de spiritisme parce qu'il venait de perdre sa fille et du coup il cherchait désespérément de s'accrocher à des méthodes pour essayer de la contacter. Enfin voilà, il y a des trucs très étranges, mais qui sont très bien amenés par le récit, qui traitent de l'industrie des comics comme le faisait Watchmen de Alan Moore à l'époque. Et il y a aussi je sais pas si c'est des clins d'œil, mais c'est un peu là où dans le comics de base, Rorschach, son masque changeait pour faire référence au test de Rorschach où il y a des trucs il y a les d'encre et tu dois interpréter ce que tu vois et en fonction de ce que tu vois, ça dit des trucs sur toi. Là, c'est via des enregistrements et en gros, des gens entendraient certaines choses et en fonction de ce que tu entends, ça un peu détermine ce que tu parce que en fait, c'est clairement ce que tu veux y entendre et du coup, c'est un peu un test de Rorschach audio en fait. C'est pas moi qui sors ça de mes fesses, hein, c'est Tom King qui l'a dit. Donc voilà, c'est un peu la manière dont le comics change ce que Moore voulait dire et comment Moore voulait exprimer ses idées. Allô? Ah, il y a la nous qui a planté, on dirait bien. Matt, est-ce que tu m'entends? Ah, alors c'est notre ami Martin qui a planté, visiblement. Ah, oui, ok. On va attendre un petit peu qu'il relance tout ça. J'espère qu'il ne va pas mettre trop de fond. Ok. Alors ça me permet de rebondir du coup par rapport à ce que tu as dit, Martin. Matt. Bon choix, clairement bon choix, ouais, Jurassic Park. J'imagine totalement qu'on puisse avoir un avant et un après le visionnage de Jurassic Park. Euh, alors moi, j'ai eu aussi ma petite claque hein, en voyant Jurassic Park, bien évidemment. Même si comme tout le monde, j'ai été un enfant, mais j'ai jamais trop été dans le délire dinosaure pour autant. Mais malgré ça, ce film m'a clairement fait son petit effet, quoi. Franchement, ouais, clairement. Et je le regarde très souvent encore avec plaisir. En même temps, voilà, quoi. On est en train de parler d'un film de Steven Spielberg. Donc, c'est voilà, on a le droit hein, de ne pas aimer un film de Steven Spielberg, mais c'est quand même rare. Hein. Il a fait des mauvais films, mais en général, c'est plus une claque qu'autre chose. Lui a complètement planté, mais écran bleu, plus rien ne fonctionnait. Voilà, il faut que ça n'arrive qu'à moi, évidemment, ce genre de choses. Non, non, je vais pas suivre tes conseils Voilà. sadiques, Matt. Merci. Mais c'est sympa de proposer. Merci. Vas-y, tu Bon, peux je sais pas reprendre. trop ça à couper, mais voilà, pour reprendre, pour conclure, oui, c'est comme la série, ça dit autre chose, ça le dit par d'autres manières, mais ça le dit à la manière d'Alan Moore, je dis à la manière hein, pour éviter de continuer dans le sacrilège, mais voilà, c'est
plutôt intelligent, c'est une lecture assez rude. C'est pas c'est pas tout rose, tout bonbon. Mais il y a des trucs que je trouve plutôt cool. Au final, quoi garder? La tombe de Watchmen a été pillée de manière assez intense ces dernières années. Parfois pour de bonnes raisons. Non, parfois avec des bons résultats et parfois avec des mauvais résultats. Donc qu'est-ce qu'on peut garder là-dedans? Bon, on va pas se le cacher. Pour moi, très personnel, la série HBO et le comics Rorschach de Tom King sont les deux éléments qui essayent de dire quelque chose à leur manière. Euh, et même de l'aveu Tom King, il s'est toujours un peu fait dessus à l'idée de travailler sur du Watchmen. Mais au final, je pense que je préférais toujours une adaptation qui tente quelque chose et qui se casse la gueule, plutôt que juste essayer de manière tranquille de repomper du Watchmen de manière assez peu risquée, sans forcément dire quoi que ce soit sur notre société ou sur l'industrie des comics. Donc voilà. Et puis j'ai mis Jeremy Irons dans le costume d'Ozymandias parce que je trouve le costume très bien réalisé. Enfin voilà, je le trouve méga classe. Et par Dommage qu'on contre, l'ait pas eu dans le film. si tu avais pu choisir, si j'ai bien suivi, tu te serais abstenu d'une quelconque suite. C'est bien ça. C'est-à-dire, Toi, si tu avais pu choisir, tu t'aurais rien voulu d'autre que seulement le titre de 86, c'est ça? vraiment, après, je sais pas, j'ai tellement harcelé mes amis pour qu'ils regardent la série parce que j'étais trop à fond dessus que peut-être ça m'aurait fait mal de pas avoir une série comme ça, mais en même temps, on va dire que si Alan Moore veut pas qu'on adapte son travail, je préfère qu'on laisse ça tranquille en fait. Bon, dans un monde parfait, on n'aurait jamais eu d'adaptation. On en a, il y en a qui sont bien, tant mieux, mais si à l'avenir on pouvait éviter d'en faire, parce que généralement c'est assez casse-gueule, donc c'est pas là déjà c'est pas mal. On n'est pas sur un ratio pas trop dégueu pour le moment, donc gardons ça comme ça et puis on trouve ça bien. Ok.